sont désormais connectés. J'imagine que la majorité des participants sont en train aussi de se connecter ou sont déjà là. Euh, donc, je propose peut-être de commencer. N'hésite pas à me dire s'il y a un problème de son de mon côté, mais je pars du principe qu'a priori, ça devrait marcher. Voilà. Donc, sans plus de délai, merci à tous de nous avoir rejoints, de participer à cette journée d'études. Je m'appelle Alexandre Faudon, je travaille à la représentation pour les affaires européennes du HCR ici à Bruxelles. Je suis très heureux de vous accueillir dans cet atelier, dans ce workshop qui est consacré aux initiatives de parrainage. Le HCR, notamment au travers de mon ex-collègue Sophie Baer, a pas mal travaillé sur cette question au cours de l'année passée, un petit peu avant. Donc, c'est très intéressant pour moi aussi d'être ici aujourd'hui et voilà, d'entendre les diverses présentations et les réactions des participants. Donc, comme vous avez pu le voir dans le programme, un certain nombre d'intervenants. Donc, Gaël Mortier, Nadine Minot, Marie Ponsin et Julie Bock, Piet de Bisschop et David Vernave, ainsi que Liv Missotte, sont parmi nous aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas vraiment décidé d'un ordre de passage, mais je propose peut-être pour simplifier les choses qu'on donne la parole aux différents intervenants dans l'ordre dans lequel ils sont indiqués dans le programme. Et donc, sans plus de délai, je vais passer la parole à Gaël Mortier pour sa présentation. Voilà. Oké, goedemiddag iedereen. Bedankt voor de introductie. Bonjour tout le monde, merci pour cette introduction et l'invitation. Je commence à partager mon écran. Si vous ne pouvez pas voir la présentation, si vous ne m'entendez pas, faites-moi savoir. Non, tout est parfait. Bonjour tout le monde, je suis Gaël Mortier. Je suis doctorante sur les relations sociales des primo-arrivants à l'Institut Hannah Arendt et je regarde surtout le parrainage dans le cadre de l'intégration des primo-arrivants, pas spécifiquement des jeunes. Donc aujourd'hui, je vais tracer plutôt un cadre général sur ce que c'est exactement les parrainages, d'où ça vient, quels sont les facteurs de succès, mais aussi leurs obstacles éventuels. Qu'est-ce que c'est un parrainage? Oui, ici, on prend du recul de ce que c'est exactement le parrainage. Vous voyez ici une définition de Bea van Robeers, une des chercheuses flamandes qui s'est approfondie dans le thème. Elle dit un parrainage, c'est une intervention organisée sociale. Oui, donc ça veut dire une rencontre aux deux citoyens, donc un primo-avenant et un parrain volontaire sont entreliés pour répondre à une réponse de primo-arrivant. Donc, ce n'est pas une relation qui se crée de façon spontanée. Ici, on parle d'un contact un par un, mais il est important de dire qu'il existe également des parrainages de groupes qui semblaient être utiles aussi pour accueillir les primo-arrivants. Pourquoi est-ce que ces projets sont tellement populaires? Vous l'avez peut-être déjà constaté autour de vous, que c'est donc appliqué dans beaucoup de domaines, par exemple, des personnes qui ont des dettes, des personnes vulnérables, etc. Et donc, tous ces parrainages peuvent être encadrés dans la liste pour la socialisation et la collaboration de participation. C'est une communauté de participation parce que c'est un citoyen qui prend la responsabilité, enfin, pour ça, c'est donc un processus de socialisation où on veut que c'est fait pour et par la société. Il y a différents buts, donc les économies peuvent expliquer cette socialisation car les parrainages sont effectifs, sinon les soins pour le primo-arrivant définiraient, mais on se préoccupe aussi, un soin ne pourra être donné que par des professionnels et des volontaires. Finalement, les autorités ne seraient plus capables de faire face à l'intégration
et de faire de plus en plus appel aux volontaires comme ces parrainages. Alors, qu'est-ce que c'est un projet? Hein, donc, il est tout à fait important que le parrain ou la marraine se rencontrent et le primo-arrivant se rencontre régulièrement. Ça peut être 2 fois par mois pendant 6 mois et qu'ils se voient régulièrement et ils prennent rendez-vous régulièrement. C'est important pour arriver à des résultats, pour augmenter la confiance, pour augmenter le réseau social, mais il est également important qu'un ce parrainage a un point final, mais cela fait que ce soit faisable également. Deuxième caractéristique importante, c'est que le parrain offre un contact facile. Donc, le primo-arrivant ne doit pas nécessairement avoir demandé de l'aide pour avoir de contact avec le parrain ou la marraine. Donc, le primo-arrivant a plus facilement accès à de l'information. Le primo-arrivant peut envoyer un WhatsApp à son buddy, ça peut être n'importe quoi. Et de cette façon-là, le parrain oui, donc le filleul reçoit ça de façon plus facile. Cette relation doit être réciproque. Ça veut dire qu'il faut tous les deux vouloir investir dans la relation et le projet et qu'on en sort quelque chose. Donc, il y a une création de valeur ajoutée aussi bien pour le parrain que pour le primo-arrivant. Ça peut être un enrichissement, avoir plus de connaissances par rapport au monde de l'autre, la culture de l'autre personne, etc. Dernière caractéristique très importante d'un projet de parrainage, c'est que c'est une implicité volontaire. Aussi bien le buddy que le volontaire commence un projet de façon volontaire. Donc, le parrain n'est pas un professionnel. Et ça crée aussi, oui, comme ça, ils peuvent se rapprocher plus facilement. Donc, le primo-arrivant se sent vraiment que le buddy est intéressé en lui. Que fait un parrain ou marraine? Des organisations peuvent utiliser cette relation de trois formes via le mentoring, le befriending, le coaching. Pour le mentoring, le buddy est utilisé comme un modèle de rôle pour que le primo-arrivant puisse s'approprier de certaines habitudes. Befriending, dans le befriending, la relation est une condition pour obtenir certains buts. Le mentoring est souvent décrit comme quelque chose qui est relié dans le temps avec le focus sur l'apprentissage. Duo for a Job, par exemple, en est un exemple. Deuxième chose, le befriending. Là, le buddy est plutôt un soutien pour le primo-arrivant. Et donc, là, on vise un contact social renforcé. Donc, le parrain essaye, par une relation de confiance durable, d'offrir du soutien en vue de connaître la culture de l'autre. Dernière façon de... C'est le coaching. Ça ressemble un peu au mentoring, car il y a des objectifs qui sont avancés et c'est plutôt une fonction. Cela vise surtout un focus sur comportement, changement de comportement, des aptitudes, etc., etc. Quels sont donc les points positifs pour les enfants réfugiés? Oui, ils peuvent avoir des objectifs et différents résultats selon le but du projet de parrainage, mais ce qui est très positif, c'est que l'augmentation, le bien-être psychique peut augmenter en diminuant la solitude, en augmentant l'autoconfiance du primo-arrivant. Le PD peut aussi écouter le primo-arrivant et faire en sorte qu'il se sente bienvenu. Le parrain peut aussi offrir du soutien à des adolescents. Par exemple, atteindre l'âge de 18 ans, ça veut dire la perte de certains organismes de soutien. Un buddy peut également offrir aux nouveaux de s'exercer avec la nouvelle langue, ce qui peut le stimuler à faire des pas ultérieurs vers l'enseignement. Le buddy peut aussi un tout petit peu pousser l'intégration, donc il doit s'habituer à la nouvelle société et le parrain peut le familiariser avec quelques normes de comportement, les règles de la société, etc.
Et finalement, le buddy peut également renseigner le primo-arrivant par rapport à des services et des instances nouvelles. Et là, le buddy peut aussi servir de référent ou il peut accompagner le jeune jusqu'à la porte d'une association ou une organisation. Les facteurs de succès, un bon trajet de parrainage, pardon. Pour que ce soit un succès, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, très importante, c'est qu'il faut créer un cadre clair. Le buddy doit créer des attentes très claires de ce qu'implique le trajet, ce que ça n'implique pas et quel est le rôle de chaque partenaire. De l'analyse, il est ressorti que l'insatisfaction du buddy est due parce que la relation n'est pas respectée. Donc, le parrain ne peut pas être considéré comme un professionnel. Il peut aussi être important de nommer certaines choses de façon explicite et de fixer certaines règles, par exemple les autorités qui sont en low budget, et tout cela pour protéger le duo, pour éviter qu'il y ait une mauvaise communication. Deuxième facteur de succès, c'est un processus de matching bien réfléchi. Il faut accorder suffisamment d'attention au matching parce que la qualité d'un match va déterminer le succès du projet. Il va faire en sorte qu'il y aura une relation de confiance ou pas. Quelques critères très importants qui peuvent conduire au succès d'un match, ce sont des intérêts communs ou une base dans le cadre des jeunes et des enfants, les buddies peuvent devenir un modèle de rôle parce que lorsque le buddy a un même historique, alors le succès, les chances d'avoir de succès est augmentée. Dernier facteur très intéressant, c'est qu'il faut soutenir le duo. Il est crucial que ces projets soient soutenus. Je pense à des screenings, des formations, etc. Il ressort de l'analyse qu'il y a des programmes avec des directives et des activités organisées qui mènent à des meilleurs candidats. Et si la collaboration avec d'autres organisations peut être utile, mais aussi pour offrir des activités en collaboration où ils peuvent échanger des expériences. Il est aussi très important qu'il y ait une personne de contact de l'organisation qui fait le suivi du projet et qui fait que ça puisse fonctionner lorsque des problèmes se posent ou se sont détectés dès le début. Alors, il y aura moins de chances que personne ne va abandonner. Évidemment, ça se passe pas toujours de façon évidente, mais il y a quelques pièges aussi. Premier défi très important, c'est la répartition des tâches entre le professionnel et le buddy d'autre part. On accentue souvent que le buddy n'est pas un professionnel, mais il ressort de la pratique des primo-arrivants pour souvent des questions des buddies qui ne sont pas réalisables. Par exemple, des questions sur je n'ai pas entendu, désolé. Si des primo-arrivants ne peuvent pas s'adresser pour avoir un domicile à cause des listes d'attente, on peut se demander, oui, alors il ne faut pas que toutes ces responsabilités viennent sur les épaules du volontaire. On peut se poser la question s'il est vraiment si simple de reporter donc les responsabilités des professionnels à des volontaires. Un deuxième défi, c'est le recrutement et le maintien des parrains marraines. C'est vraiment un souci de beaucoup d'organisations. C'est le fait de trouver des parrains, suffisamment de parrains. Et il ressort d'une analyse que presque tous les parrains, toutes les organisations de parrainage sont confrontées avec une chute de buddy pour différentes raisons. Le buddy a déménagé, n'a pas le temps, il n'y a pas le lien. Donc, voilà. Un dernier défi très important, ce sont des inégalités structurelles, étant donné, oui, même si on est tous d'accord que le parrainage puisse avoir une valeur ajoutée pour les primo-arrivants, ça ne veut pas qu'il y a des seuils structurels qui peuvent donc empêcher une intégration dans la société, par exemple, le racisme, problème de langue, et les parents ne peuvent faire face que de façon limitée à tous ces problèmes, ce qui peut mener à des frustrations. Voilà, alors je suis arrivée à la fin de ma présentation. Oui, pour les jeunes, on peut conclure que les projets de parrainage sont importants sur le plan social et structurel et peuvent augmenter la confiance du primo-arrivant
qu'il ait une vue plus positive sur l'avenir de l'analyse. Il ressort que les jeunes le ressentent comme quelque chose de positif et que leur bien-être est augmenté grâce aux parrains. Mais les parrains doivent être un supplément et pas une alternative. Donc, le parrainage doit être quelque chose de complémentaire à la prestation des autres organisations. Le parrainage doit se baser sur un soutien où les primo-arrivants ne peuvent pas arriver dans un circuit professionnel. Voilà ma présentation. Je vais vous remercier pour votre attention et les questions sont là. Bienvenue. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. Oui, je vous en prie. Excusez-moi, je n'arrive pas à lever ma main comme je suis haute aussi, donc voilà. Pas de problème. C'est pour ça que bonjour Gaëlle. D'abord, je suis une grande défensrice du parrainage. Je voulais avoir un peu plus de précision sur le matching, les intérêts communs. Donc, nous, on fait du parrainage aussi, donc voir comment partager ensemble nos tips and tricks pour le matching, parce que c'est important. On m'entend? Oui. Et ma deuxième question, c'était lorsqu'il y a des parrainages qui ne marchent pas, est-ce que vous avez identifié certaines raisons? Est-ce que vous avez un retour sur ces parrainages qui ne prennent pas, en fait, parce que parfois ça peut arriver. Voilà, merci. Oké, ik ga gewoon in het Nederlands spreken, als dat oké is. Je vais parler en néerlandais. Donc, vous demandez plus d'informations sur les matchings. Je pense qu'il est important de mentionner qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. En théorie, on dit que le matching se fait sur base d'éléments sociodémographiques, âge, sexe, etc., afin qu'on puisse plutôt regarder des caractéristiques invisibles, intérêts communs, normes, etc. Donc, ces caractéristiques sociodémographiques pourraient être importants pour un bon match. Donc, en pratique, quand je dis donc dans mes entretiens, qu'est-ce qu'un bon match? Souvent, on dit qu'il faut qu'il y ait un contact, des atomes crochus. On n'a pas beaucoup de contrôle afin de maîtriser ça, mais évidemment, il faut une bonne base afin de procéder à un bon match. En plus, il est important qu'un parrainage ait un bon timing pour le primo-arrivant. Parrainage ne convient pas à tous les primo-arrivants. Il faut, par exemple, regarder le lieu d'habitation, la langue, etc. Ce projet ne s'adresse pas à tout le monde. C'est souvent un concours de circonstances. Avoir des atomes crochus, évidemment, c'est une notion assez vague. Évidemment, on peut se rencontrer plusieurs fois avant qu'on procède au match définitif. C'est quand même les éléments les plus importants que je voulais vous dire à ce propos. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques à ce propos? Il y avait une deuxième question dans ma question concernant les raisons identifiées quand ça ne prend pas. Ja, als de matching niet goed is. Oui, si le matching n'est pas évidemment en pratique, c'est la même chose, mais en fait, ce qui est important, d'assurer un bon suivi et un suivi externe par l'organisation de parrainage afin qu'il y ait suffisamment de moments pour dire ça ne matche pas, c'est pas une honte, afin qu'on puisse changer de parrain. Si ça ne matche pas avec une personne, ça pourra matcher avec une autre personne, il n'y a aucun problème. Donc, je pense que quelqu'un qui garde le contrôle et une vue d'ensemble, comment se déroule le trajet, on peut toujours se réorienter du moment qu'on y consacre suffisamment de temps
Et si, par exemple, les deux se voient, se rencontrent avant qu'on procède au match définitif pour voir si les choses se déroulent bien ou non. Voilà les éléments les plus importants. Je vois qu'il y a encore une question dans le chat pour le point final du trajet, la fin du trajet, comment ça se déroule. Je me parle évidemment comme académicienne et comme universitaire, évidemment. J'écouterai bien vos expériences concrètes, mais effectivement, dans la littérature, on dit que les trajets de parrainage plus longs de 6 à 12 mois ont plus de succès en général, parce qu'évidemment, avant que la confiance s'installe, ça demande du temps avant que ça s'arrive. C'est pour ça que plusieurs sujets de conversation peuvent être évoqués et de manière plus approfondie. Il faut tout simplement prendre suffisamment de temps afin qu'une confiance s'installe au sein du trajet de parrainage. Je pense que c'était toutes les questions. Merci à tous. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, les commentaires qui viennent, on pourra toujours rebondir par la suite. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Nadine Lino, la directrice de Living Call. Nadine? Nadine, vous m'entendez? Oui, j'attendais votre feu vert. Voilà, c'est le cas. Voilà, merci. Alors, je vais vite chercher ma présentation. Voilà, c'est bon? Vous voyez la présentation? Voilà, on la voit en mode présentation, merci. OK. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Nadine Lino, je suis la fondatrice de Living Color, une association qui est basée en région liégeoise. Donc, le parrainage existe chez nous depuis 5 ans. Même si nous sommes situés en région liégeoise, nous l'avons étendu à toute la Belgique francophone. Je suis ici pour vous partager un peu mon expérience de terrain. Comme je le disais, je crois vraiment très très fort au parrainage et à ses vertus en termes d'intégration et en termes aussi de qualité de vie des jeunes réfugiés, puisque ici, nous, ce parrainage s'adresse essentiellement, vous allez voir, aux plus jeunes. Donc, en fait, le parrainage, c'est quoi? En tout cas, comment nous, on le voit? On le voit des deux côtés. Il y a une action très bénéfique du côté des citoyens qui s'engagent dans le parrainage et une action extrêmement bénéfique du côté des filleuls. Des filleuls, c'est comme ça que nous, on les appelle, ou les bébés. Alors, c'est une expérience en fait citoyenne solidaire qui est extrêmement puissante puisque elle crée autour de la thématique de la migration et de la diversité un moteur très positif, puisque le parrain et marraine, il est amené à présenter justement son filleul à tout son réseau. Et donc, en termes de lutte contre les préjugés et le racisme, je pense que c'est plus efficace que n'importe quelle des campagnes publicitaires possibles. Voilà, donc le parrainage, c'est vivre une expérience multiculturelle et familiale et c'est miser sur le mieux vivre ensemble. Donc, ça, ce sont vraiment ce que j'explique aux citoyens qui viennent suivre la séance d'information sur le parrainage. Alors, par rapport au FIEL, on va voir en quoi il est bénéfique.
Mais on doit ici, enfin, il y a un accent qui est très, très important, qui est sur l'apprentissage du français. Donc, parfois, quand on a des candidats parrains-marraines qui parlent, par exemple, l'arabe et qui nous demandent un filleul qui parle l'arabe pour que ce soit plus facile, bah, bien évidemment, on va éviter ce genre de situation. On demande aussi que l'anglais soit le moins possible utilisé. L'objectif, c'est vraiment de favoriser l'apprentissage du français. C'est également de familiariser l'autre à nos valeurs culturelles. C'est l'occasion d'échanger beaucoup sur nos usages, nos pratiques et justement de faire profiter aux jeunes toute notre connaissance sur la Belgique. Mais on voit vraiment cet échange comme une réciproque. Donc, la famille de parrainage aussi reçoit beaucoup par rapport à cette interculturalité. Et alors, s'il y a vraiment un objectif qui chapeaute tout au niveau du parrainage, comme nous on l'a conçu, c'est la création du lien. On ne demande pas aux parrains marraines de se transformer en assistante sociale, en prof de français ou en avocat pour préparer une procédure. On demande vraiment de tout focaliser sur la création du lien. C'est accompagner, c'est écouter, c'est soutenir. C'est vraiment ça qui est indispensable. Et Living Color, je leur dis toujours, on crée une équipe autour du jeune avec le parrain, la marraine, le jeune, le tuteur s'il y a un tuteur, le centre d'accueil s'il y a un centre d'accueil, et Living Color qui chapeaute et qui coordonne pour mettre en place un maximum de choses pour que le filleul trouve sa place dans la société et retrouve aussi une certaine joie de vivre, puisque on en a déjà parlé, au niveau de la solitude, c'est le meilleur des médicaments. Alors, ce que le parrainage n'est pas, c'est pas de l'assistanat, donc on demande vraiment une attitude très pédagogue d'émancipation et d'autonomie du jeune de la part des parrains marraines. On va expliquer les choses, on va essayer de ne pas les faire à la place du jeune pour que justement il puisse prendre son autonomie progressivement. Ce n'est pas un donné pour un rendu. Il y a des systèmes comme ça de parrainage où on est dans le troc. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Et ce n'est pas du tout un soutien financier. Et on explique bien justement aux citoyens que l'argent ne doit pas aller s'interférer dans la relation. Alors, à qui s'adresse notre programme de parrainage? Donc, d'un côté, nous avons nos filleuls. Donc, nous avons 3 catégories de parrainage. Les parrainages qui s'adressent aux MENA, mineurs étrangers non accompagnés. Nous incluons aussi les GENA, donc, ou ex-MENA. Donc, le parrainage, on peut être parrainé jusqu'à l'âge de 23 ans. Et les enfants en famille. Donc ici, le parrainage, il ne va pas nécessairement aller vers les parents, mais plutôt vers les enfants avec la collaboration et l'accord du parent. Donc on a comme ça des filleuls qui sont parrainés entre 6 ans et 23 ans. Il y a une petite erreur dans mon slide. Ce sont essentiellement les travailleurs sociaux pour ce qui concerne les MENA, qui inscrivent les mineurs à notre programme. Mais il y a une inscription qui est faite et puis nous, dans le process de sélection, on va bien valider si c'est bien la volonté du jeune, si le jeune a bien compris ce qu'est et ce que n'est pas le parrainage, et si on valide sa candidature. Parce que parfois, on voit que c'est plus une volonté des tuteurs ou des centres d'accueil. Et s'il n'y a pas vraiment une motivation qui vient du jeune, ça ne marche pas comme on le voudrait. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que les meilleurs ambassadeurs du parrainage, ce sont les jeunes eux-mêmes, parce qu'ils parlent entre eux, ils reviennent d'un week-end chez leur parrain, marraine, et donc du coup, ça suscite aussi une envie des autres au sein
sein du centre. Donc, au niveau du recrutement, ça se fait très, 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 très facilement. Même chose pour les jeunes étrangers non accompagnés, ce qu'on a appelé GENA. Pour les enfants en famille, c'est essentiellement dans le cadre de regroupement familial où il y a déjà eu l'aîné, par exemple, qui a fait un regroupement familial, qui était MENA à l'époque, qui a eu un parrain-marraine, qui connaît, qui comprend comment ça fonctionne. Les parents ont rencontré ce parrain-marraine et ils ont envie d'en faire bénéficier à leurs enfants également. Alors, on a, comme vous le savez peut-être, environ 85% de garçons et très peu de filles. Et les pays les plus représentés, vous les voyez, s'affichent ici. Alors, ça, c'est un choix, c'est un parti pris qu'on a fait. Donc, chez Living Color, on veut vraiment travailler cet aspect de l'intégration. L'intégration, on le définit comme la possibilité de trouver sa place et de participer à la société. Il y a beaucoup de définitions de l'intégration. Nous, c'est celle qu'on a retenue. Et donc, pour tout ce qui est moins de 18 ans, qu'ils soient en procédure ou qu'ils aient déjà obtenu un statut, une protection internationale, peu importe, ce sont les droits de l'enfance qui priment. Par contre, pour les plus de 18 ans, on va donner priorité aux personnes qui ont déjà reçu une réponse et qui ont un statut, une protection internationale. Alors, pourquoi ? Je pourrais mettre en plus sur la question, mais c'est dans cette perspective de travailler vraiment l'intégration. Et c'est aussi pour être sûr qu'on vient chercher dans le parrainage ce que le parrainage est censé offrir. Alors, par rapport au FIEL, on vérifie bien que le projet de vie, sur le long terme, il est en région francophone. On a eu beaucoup d'exemples de jeunes qui sont partis en Flandre une fois qu'ils ont eu leur statut ou leur réponse. Et c'est vrai que ça déstabilise, la proximité géographique déstabilise beaucoup le lien. Nos jeunes sont soit en centre d'accueil, soit en studio, en autonomie, dans la région wallonne ou à Bruxelles, ou alors ils sont en maison, en habitation avec leur famille. Alors, leur connaissance du français, elle est plus ou moins évoluée ou pas du tout évoluée. Parfois, c'est quelque chose qui effraie un peu les citoyens qui viennent, c'est comment est-ce qu'on va communiquer. Et là, c'est la magie de la communication qui s'installe. Et alors, pour faire écho à la thématique de cette matinée, ils sont en tout cas tous scolarisés en Belgique, puisque c'est une obligation pour les moins de 18 ans. Et du moins, parce qu'il faut bien le reconnaître, on a un taux très, très élevé de jeunes qui n'ont jamais été scolarisés au pays. Voilà, et ça, c'est toujours assez impressionnant de voir à quel point c'est encore malheureusement beaucoup le cas dans certains pays du monde. Voilà, ça c'est pour les FIEL. Alors les citoyens, chez Living Color, donc, on a fait beaucoup de communication. C'est mon métier premier à la base. Donc on n'a pas trop de mal à recruter des candidats citoyens. Par contre, on a mis vraiment en place un process de sélection qui est très rigoureux parce que justement, on se sent responsable quand on embarque le jeune dans une relation. Il faut être sûr de valider d'abord la candidature du parrain et du marraine, mais aussi être sûr qu'au bout d'un mois, le parrain et la marraine ne va pas déserter. On n'a pas envie que ce soit un second abandon pour le jeune. Voilà, donc il y a une séance d'information, il y a une formation de 4 heures, il y a un entretien individuel. Voilà, ça peut paraître lourd parfois, mais au moins on peut évaluer la motivation et ça nous permet d'avoir pas mal de contacts comme ça au préalable avec le candidat parrain-marraine pour pouvoir après essayer de rendre le matching le plus efficace possible. On fait cette même procédure avec le candidat FIEL.
où on check avec un interprète s'il a bien compris ce que c'est, ce que ce n'est pas, et si sa motivation est bien là. Et si aussi il est prêt pour le parrainage, parce que parfois on se rend compte que les jeunes ne sont pas prêts. S'il y a des traumas qui sont trop importants, ou si on doit d'abord travailler sur certaines choses comme le choc religieux, le choc culturel, on va proposer aux jeunes d'abord d'attendre et de travailler ensemble à d'autres niveaux. Voilà. Alors, en quoi est-ce que le programme améliore les conditions de vie de nos filles? Oui. Comme on l'a déjà dit, c'est vraiment une connexion avec la société d'accueil ou une reconnexion avec la société tout court. Et c'est vrai qu'en termes d'isolement et de solitude, on voit vraiment un changement très, très rapide chez nos jeunes. Les travailleurs sociaux en centre d'accueil ou les tuteurs ont ce même retour positif. C'est un peu comme si on donnait une raison aux jeunes de se battre et d'élaborer un projet de vie ou d'apprendre le français. Il a enfin une raison valable de le faire qui est beaucoup plus concrète pour arriver à mieux communiquer. Donc, comme je l'ai dit, la création du lien et du réseau. Donc, il n'y a pas seulement que le parrain marraine qui va faire partie de la vie du jeune, mais très vite, les grands-parents, les tantes, les oncles, les amis. Donc, on favorise vraiment le développement du réseau autour du jeune grâce aux parrains et marraines. Alors, c'est un soutien, un accompagnement qui favorise l'élaboration et la mise en place d'un projet de vie. Donc, ce n'est pas le parrain marraine est volontaire, bien évidemment, et il ne doit pas se substituer au travail des professionnels, bien évidemment, mais il est là comme un deuxième papa ou une deuxième maman qui va un peu coacher le jeune et un peu le stimuler et faire le lien avec Living Color, intervenir au niveau des études, au niveau de la formation, avec notre assistante sociale, notre service juridique et articuler ainsi les autres services qu'on a chez Living Color autour du jeune. Alors, quelque chose qui était important ici, c'est que on fait passer vraiment l'intégration d'un niveau, le concept de l'intégration, il y a des réponses institutionnelles, il y a un parcours d'intégration qui est obligatoire. Et ici, on fait vraiment passer l'intégration d'un niveau institutionnel et théorique à une expérience humaine et citoyenne qui est vraiment enrichissante et hyper gratifiante. Elle est enrichissante pour tout le monde, en fait, dans la société. Et ça, parfois, on ne se rend pas compte. On croit qu'en fait, c'est vraiment un don de soi que le parrain et marraine va donner aux jeunes. Et en fait, le parrain marraine et les enfants même de la famille en reçoivent énormément aussi en retour. Alors, très vite, le rôle des parrains marraines, nous, en fait, ce qu'on demande, c'est d'entretenir un contact régulier avec sa filleule. On demande minimum 3 fois par mois de se voir. On ne va pas être là pour vérifier, mais on estime qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de rencontres possibles. Alors, certains sont dans les 3 fois par mois, d'autres, c'est toutes les semaines. Ça dépend un peu, voire même 2-3 fois par semaine parfois. Mais en tout cas, d'entretenir des contacts téléphoniques ou via les réseaux sociaux très réguliers. Il faut vraiment que comme je dis, que la mayonnaise prenne et qu'on ait... que le parrain et la marraine soit le moteur, en tout cas au début. L'intégration à la vie familiale et à l'entourage social, ça c'est très important. Parfois, des dames me disent « Oh, mais c'est mon projet à moi, ma famille n'est pas très pour ». Voilà, c'est une candidature qu'on va travailler ensemble et qu'on va pas nécessairement accepter parce qu'il faut vraiment que ce soit un projet de famille. La facilitation de l'intégration, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc, il y a un rôle un peu de pédagogue. Excusez-moi, Nadine, vous m'entendez? Oui. Je vous entends. Je suis désolé, je joue un petit peu le gardien du temps ici. Allô? Oui, vous m'entendez? A priori, vous ne m'entendez que très peu, voire pas du tout. Vous m'entendez? Oui, je pense que c'est de votre côté qu'il y a un petit problème de son.
Non? Allô, allô? Est-ce que vous voyez peut-être les messages dans le chat? Je peux vous envoyer un message dans le chat si l'audio n'est pas bonne. Simplement, voilà. Hop. Simplement, je suis désolé de jouer le gardien du temps. Si c'est possible de clore la présentation d'ici quelques minutes, de façon à permettre un petit peu d'interaction et aux autres intervenants d'avoir suffisamment de temps. Je suis désolé hein, de jouer ce rôle. Je vous envoie un petit peu… Ah voilà, pardon. Désolé, il y a un petit problème technique. Voilà, je vous redonne la parole. Vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, donc je disais que j'ai fini, j'ai bien respecté mon temps. Je voulais juste vous dire que il y a plusieurs reportages qui sont vraiment très chouettes à regarder, dont un qui a été fait par l'UNHCR, que vous trouverez sur notre chaîne YouTube. Vous tapez Living Color Association et qui donne peut-être un avis beaucoup plus pratico-pratique du parrainage. Voilà. Je suis à votre disposition pour vos questions. Voilà, pardon pour l'interruption un petit peu abrupte. Pas de souci. Voilà. Pas de souci. Ce que je propose peut-être, parce que je vois que le temps file, sauf s'il y a des questions urgentes tout de suite, comme il va y avoir plusieurs projets qui vont encore être présentés, peut-être qu'il y aura des questions aussi transversales pour l'ensemble des projets, sauf s'il y a des questions particulièrement pour le projet de Living Color qui vient d'être présenté. Peut-être, voilà, je laisse le temps de réagir. Mais dans le cas contraire, sinon on peut peut-être passer à la présentation du projet suivant. Je regarde s'il y a des réactions immédiates. Voilà, mais alors à ce moment-là, je propose de passer à la présentation suivante. Et comme ça, s'il y a des questions qui s'appliquent à l'un ou l'autre des projets ou l'ensemble, on pourra y revenir au fur et à mesure. Voilà. Madame Ponsin, je vous passe la parole. Oui, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Premier test technique, est-ce que ça va au niveau du son? Très bien. Oui, parce que j'ai fait un test technique hier et je devais câbler mon ordinateur, mais malheureusement, je n'ai pas un ordinateur filaire et donc voilà, je l'essaye sur ma connexion Wi-Fi. Mais donc, n'hésitez pas à me dire si à un moment donné, vous m'entendez moins bien. Donc voilà, je suis Marie Ponsin, je suis enseignante dans le DASPA du campus Saint-Jean. J'excuse ma collègue Julie Doc qui a dû partir pour aller donner cours, tout simplement. Donc le DASPA dans lequel je travaille existe depuis une vingtaine d'années. Nous sommes situés à Molenbeek et nous accueillons depuis 2000 une cinquantaine d'élèves qui sont originaires, on va dire, des quatre coins du monde, même si on a toujours des communautés qui sont plus représentées d'Europe de l'Est, du Maghreb, et puis aussi un peu en fonction des événements internationaux. Donc, depuis 2015, nous avons beaucoup d'élèves syriens, mais nous avons toujours aussi quelques élèves africains ou d'Amérique latine. Alors, ces élèves ont toutes sortes de profils pédagogiques aussi. Donc, nous avons des élèves analphabètes, plus ou moins un quart des jeunes qui arrivent chez nous n'ont pas été à l'école dans leur pays d'origine ou très peu et donc ne savent pas lire et écrire et ne maîtrisent pas les codes scolaires. Et puis, nous avons des élèves aussi extrêmement bien scolarisés dans leur pays d'origine et qui arrivent ici pour des questions plutôt de projets professionnels des parents. Donc, nous, la mission du DASPA consiste à accueillir ces élèves, enseigner le français, la lecture, l'écriture pour le public non alphabétisé, leur donner aussi, leur faire la remédiation au niveau mathématique, scientifique, et puis aussi et surtout, on va dire, les orienter, les insérer dans le système scolaire et les orienter parce qu'ils vont en général faire une année dans nos classes d'accueil. Et donc, en une année, c'est très court, comme ce qu'on a pu entendre. C'est pas en un an qu'on apprend à parler le français et encore moins à lire et à écrire. Et donc là, ça reste une des grosses missions de notre travail.
Alors, par rapport au projet de parrainage, donc, nous avons mis en place en 2019 un projet de parrainage. Donc, chez nous, c'est vraiment très petit comme projet, mais voilà, je vais quand même vous expliquer ce qui l'a fait naître et ce qui avait été mis en place à ce moment-là. Donc, en fait, l'intégration des élèves primo-arrivants dans l'école n'est pas toujours la plus harmonieuse. Donc, ce sont des élèves qui peuvent faire l'objet de moqueries, ce que Christelle, une des jeunes qui a partagé son expérience tantôt, a expliqué. Tout simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue, parce qu'ils sont d'une autre origine, parce qu'ils ont d'autres revenus socio-économiques. Et donc, ils peuvent faire l'objet de moqueries des autres. Et alors, les élèves primo-arrivants ont aussi beaucoup de mal à comprendre ce que les autres veulent dire. Parfois, ce n'est tout simplement pas des moqueries, mais voilà, l'interprétation est difficile. Et donc, tout cela peut déboucher sur toutes sortes de conflits, principalement dans la cour de récréation, des conflits. Donc, ça peut aller jusqu'à des bagarres. Alors, en 2018, les tensions dans la cour ont quand même été assez vives. Et sur base de ce constat, l'équipe du DASPA a eu l'idée de mettre en place un projet de parrainage. Alors, l'idée, c'était de faire appel à des élèves volontaires dans l'école, qu'ils soient passés par le DASPA ou pas. Donc, on a quand même dans l'école beaucoup d'élèves qui passent par le DASPA et puis qui restent dans l'école. Mais voilà, ce n'était pas spécialement non plus fermé aux autres élèves. Donc, on leur a proposé de devenir parrain ou marraine. On a appelé ce projet les MP pour ne pas genrer le nom à l'oral, donc marraine, parrain. Le profil de ces élèves, d'abord, c'était d'être volontaire, de pouvoir être bienveillant, empathique et d'avoir une certaine maturité. L'idée, c'était de trouver des volontaires parmi toutes les sections. Donc, on a une section d'enseignement général, mais on a aussi de l'enseignement qualifiant. C'était aussi de trouver des élèves dans tous les degrés. Ça pouvait être des élèves de première ou des élèves de 6e année. Alors, l'idée de ce projet aussi, c'est que si les élèves étaient impliqués, les professeurs et les éducateurs de toutes les sections de l'école devaient l'être également. Voilà. Un des critères, c'est vrai que le parrain ou la marraine parle la même langue que son filleul ou sa filleule, mais ce n'était pas non plus un critère exclusif, on va dire. Il y avait tout simplement l'ancienneté dans l'école, le fait de pouvoir bien communiquer sur le fonctionnement du campus, etc. Donc, l'année où on l'a mis en place, en 2019, on a trouvé plus ou moins 25 parrains. Donc, chaque parrain avait un ou deux filleuls. Les objectifs de ce projet, donc, c'était vraiment d'améliorer l'accueil des élèves du DASPA, de les informer, de les sécuriser dans l'école, de les apaiser, de responsabiliser les parrains ou les marraines, de valoriser les langues maternelles, de créer du lien, de la solidarité. Et on va dire l'objectif global, c'était vraiment d'améliorer l'intégration des élèves du DASPA, donc par rapport aux problèmes de discrimination, de violence, de racisme, dont j'ai parlé un peu au début. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, en début septembre, les élèves du DASPA et leurs parents arrivent à l'école et il y a une première séance d'information qui se fait. Et lors de cette séance d'information, les parrains et les marraines étaient présents. Et donc, c'est à ce moment-là où on a fait la rencontre entre les parrains et marraines et leurs filleuls. Et ils ont fait une première activité ensemble qui était la visite de l'école. Après cette visite, ils sont revenus dans la cantine, près des parents. Les parents, pendant ce temps-là, avaient été occupés à autre chose avec les professeurs. Et puis, il y a eu un petit moment d'échange convivial autour d'une boisson. Ce moment a quand même été particulièrement fort au niveau de la cohésion. Donc, vraiment, les duos se sont déjà très fort rapprochés. Et pour tous les filleuls, ça a été un énorme soulagement d'avoir cette personne de référence pour eux dans l'école, cet élève qui
le plus souvent parlaient leur langue, qui pour certains avaient eu le même parcours qu'eux. Donc, ils ont pu très vite bien s'identifier par rapport à cet élève. C'est un peu ce que Madame Mortier disait dans son intervention. Donc, vraiment le rôle de mentor, un peu de modèle pour les élèves primo-arrivants. Alors après, on a proposé aux parrains et marraines de faire ce qu'on appelait des visites de courtoisie dans la cour de récréation. Donc, il faut savoir que les élèves ne sont pas tous sur la même cour. Et donc, les parrains et marraines avaient une espèce de passe sur lequel il était marqué qu'ils étaient MP. Et donc, ça leur donnait la possibilité de venir dans la cour. Et donc, on leur a demandé de venir 2 à 3 fois par semaine, prendre des nouvelles de leur filleul, passer un petit moment avec lui, discuter, avoir un échange et pouvoir, voilà, évidemment, nous donner aussi un retour s'il y avait des difficultés spécifiques. Et ça a duré pratiquement pendant toute l'année, même si ça a été très fort à partir dès la première activité. Alors, il y avait d'autres idées, mais qui n'ont pas été concrétisées. C'était de pouvoir continuer ces échanges dans des activités organisées vraiment au sein de l'école. Donc, on a une journée de coopération dans l'école. On organise des petits déjeuners, etc. Mais ça, en 2019, on n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce que quand est arrivé le mois de mars, nous avons été tous confinés. Oui, j'ai presque fini. Oui, pas de problème. Mais donc voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Donc au niveau des points positifs, c'était vraiment l'amélioration de l'intégration, le fait que l'élève était vraiment rassuré, le partage autour de l'expérience. Pour nous, l'obstacle principal et qui fait qu'on n'a pas réussi à renouveler ce projet, c'est bon. Donc, il y a eu le code rouge l'année dernière où ça a été vraiment impossible. C'était très compliqué de mélanger les élèves. Et cette année, en fait, on n'a pas réussi à le remettre en place parce que c'est un projet énergivore et chronophage. On a peu de temps pour pouvoir contacter les parrains, les marraines et faire les matchings en début d'année. Et donc, ça nous demandait déjà d'avoir une bonne connaissance préalable des élèves. Voilà, donc ce projet en plus nécessite d'impliquer tous les professeurs et donc de fédérer globalement l'école autour de ce projet. Et ça demande énormément d'énergie sur des heures qui sont aussi, les professeurs sont occupés aussi à énormément de choses dans l'école. Mais voilà, ça reste en tout cas un projet particulièrement porteur. Le fait de reparticiper à cette matinée, évidemment, nous stimule et nous fait réfléchir à d'autres pistes pour pouvoir le mettre en place. Et ponctuellement, nous continuons quand même à faire des petits matchings, mais c'est vraiment, on va dire, au cas par cas, où on voit un élève assez isolé en début d'année. Et à ce moment-là, on essaie de lui trouver quand même un autre élève dans l'école qui pourrait l'accompagner un petit moment. Voilà, il est 29, je crois que j'ai respecté le temps, mais je peux répondre à d'autres questions s'il y en a. Merci beaucoup. Et je suis vraiment désolé pour l'ensemble des intervenants de jouer le gardien du temps, hein. Pas de problème, c'est pas facile comme rôle. Je vois qu'il y a une question ici dans le chat en matière d'accompagnement des parrains et marraines. Ah oui, quel accompagnement on fait au niveau des parrains et des marraines? À ce Si vous voulez moment-là, prendre la parole, meneer Nagels, als u het wilt willen nemen. Lena? Nee? Ok. En fait, au moment de l'information, au moment où on informe les parrains et marraines sur le projet, on explique déjà concrètement ce que ça va représenter pour eux et les qualités qu'on attend d'eux, mais il n'y a pas vraiment une formation précise. C'est quelque chose qu'on pourrait aussi réfléchir si on souhaite, si on arrive à développer vraiment le projet de manière plus importante. Ok. Il n'y a pas de commentaires à ce stade. Merci beaucoup. Merci.
Ik geef het woord aan meneer Je David. cède la parole à Anton Vernagel. À David Vernagel, oui. En fait, ça a changé. Il y a Pete, tu peux enlever ton mute. Donc, tu peux brancher ton micro, en fait. Désolé. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, très bien. Je suis Pete de Biscop. Je vais vous parler donc le projet de parrainage à Alost. Donc, en fait, le projet de parrainage à Alost se présente comme suit. Nous existons donc depuis 5 ans et nous soutenons donc les réfugiés et leurs familles. Nous nous réunissons chaque mois afin d'échanger nos expériences et nos problèmes. Je vais vous parler essentiellement de l'accompagnement d'une famille de 10 personnes qui se compose de 8 enfants qui habitent chez nous momentanément dans notre village. Effectivement, les 8 enfants suivent l'enseignement. Donc, ils ont de 19 ans à 2 ans et échanger un peu donc les expériences. Une expérience importante que j'ai eue est que les enfants qui suivent l'enseignement, sans exception, c'est mon expérience, sont tous très motivés. Ils saisissent les chances qui leur sont proposées. Ils veulent aller de l'avant, ils veulent un avenir. Et aussi, même les mineurs qui vont à l'école, qui sont seuls, ici, seuls, sans famille, eux aussi veulent aller de l'avant et construire un avenir dans notre pays. D'un autre côté, je constate quand même qu'il y a un grand défi à relever, c'est-à-dire le fait d'atteindre leur objectif. Je sens une grande différence avec le pays d'origine. Il y a aussi de grandes différences culturelles. C'est quand même une gageure par exemple, au sein de l'enseignement, de pouvoir avoir des chances au sein de l'enseignement et de garder les chances, de conserver ces chances. Donc, ils proviennent souvent d'un pays en guerre. Il s'agit donc d'un chemin long et pénible. Souvent, ils sont confrontés au racisme, aux d'autres aspects négatifs aussi. Le fait d'apprendre la langue, ce n'est pas une évidence non plus. Je pense que ça demande beaucoup d'efforts. Ce qui joue également, je pense, c'est que tout ce qui est restrictions budgétaires qui se passe actuellement au sein de l'enseignement et du bien-être, ça le rend plus difficile pour les jeunes de saisir leur chance au sein de l'enseignement et d'être accompagnés. Je pense également que le COVID et les problèmes que les gens ont avec le COVID qui sont vraiment dangereux à la fois pour les citoyens vulnérables et pour les enfants. J'aimerais encore vous raconter autre chose concernant un projet dans lequel je suis impliqué au nom de l'Association des réfugiés en Flandre. C'est un projet que nous réalisons, un projet interdisciplinaire au sein duquel nous avons donc nous suivons une famille avec tous les membres de la famille et avec d'autres organisations, par exemple la Ligue des familles, CPS, etc.,
aussi au sein de l'enseignement. Pour l'enseignement, la collaboration avec les écoles est importante. Il est très important pour l'accompagnement en tant que buddy qu'un bénévole soit entouré par toute une équipe et qu'il fasse partie d'un projet interdisciplinaire, un projet de coopération interdisciplinaire. Évidemment, nous sommes on est un maillon, mais le centre, nous ne sommes pas le centre de l'équipe. Je dirais qu'un bénévole ne peut pas remplacer un professionnel et je suis d'avis que c'est souvent un problème au sein des projets de parrainage, notamment à Alost. À Alost, nous constatons que souvent les parrains, les marraines déclinent parce qu'ils doivent souvent résoudre des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Par exemple, le problème d'habitation, emploi et tout ce qui est école aussi. Le buddy ne peut pas résoudre le problème. Le buddy ne peut pas être l'alibi d'un fonctionnement professionnel lacunaire. Et donc, en Flandre, souvent, en raison des restrictions budgétaires, malheureusement, c'est souvent le cas. Nous devons souvent essayer de résoudre les imperfections et les lacunes qui existent au sein de la société. Pour l'enseignement, c'est également un élément très important. Je pense que, et c'est un peu mon expérience, que aussi longtemps que notre société ne considère pas les réfugiés et les jeunes comme une occasion, une chance pour notre société, mais comme un problème, je pense que le parrain ou la marraine ne pourra pas résoudre leurs problèmes parce que le problème se situe en grande partie aussi au sein de la société. C'est le dernier élément que je voulais évoquer. Je pense qu'une coopération interdisciplinaire avec les différentes organisations est cruciale afin d'assurer un accompagnement de jeunes réfugiés et également au sein de l'enseignement. Voilà, c'était tout en ce qui me concerne. Merci. Silke allait aussi dire quelque chose encore. Bonjour à tout le monde. J'espère que je suis compréhensible. Je ne suis pas très bien préparé, je dois vous avouer, mais en quelques mots, je vais vous raconter quelque chose. Pour ceux qui ne connaissent pas Migro Rendaco, nous sommes une organisation donc des soins pour les jeunes et nous assurons le suivi et l'accompagnement pour les jeunes mineurs. Et il y a également l'accompagnement ambulant. Je dois parler pendant un quart d'heure. Je ne vous ai pas compris, mesdames. Voilà, nous assurons les accompagnements, mais également, donc à Lost, en ce qui me concerne, j'accompagne 17 à 18 jeunes qui vivent de manière autonome, mais quand même accompagnés. Tous les jeunes qui sont accompagnés par nous, évidemment, pour eux, l'enseignement à l'école est leur occupation principale. Et Pete l'avait déjà dit que c'est la motivation est très importante. Les jeunes sont très motivés afin de décrocher leur diplôme, d'aller à l'école, mais il y a quand même beaucoup d'obstacles, je dirais. J'ai également écouté les différents projets de parrainage. Je crois que c'est une très belle façon de franchir certains obstacles. Par exemple, l'obstacle entre l'enseignement régulier et l'enseignement actuel. Il faut aussi avoir de la chance, voir dans quelle école on arrive, avec quel prof on tombe, la répartition des temps, parce que comme j'ai déjà
entendu que sans soutien supplémentaire, il est très difficile pour les jeunes qui ne connaissent pas la même langue et qui n'ont pas les mêmes connaissances que les autres de participer à un projet, donc un trajet dans l'enseignement régulier. Je pense que le projet de parrainage doit absolument être travaillé et autant à l'école qu'au niveau des devoirs, et il faut diminuer, réduire ces obstacles. Par exemple, aussi pour ce qui est le COVID, je crois que c'est très difficile, le manque de connaissances digitales. Je crois qu'un projet de parrainage pourrait être vraiment une plus-value. Nous avons également implémenté un projet de parrainage, surtout autour le sport, les loisirs, aller manger ensemble, les activités sociales. C'est un projet de parrainage au sein duquel on a développé de très belles relations. Et ce matin, enfin, l'heure précédente, j'ai trouvé ça très inspirant de constater, de voir comment est-ce que ça peut être appliqué dans les écoles. Et il est c'est une bonne chose de participer à la réflexion autour de ce projet, à la fois pour les jeunes que pour les parrains et les marraines. C'était un peu une explication en quelques mots. Si quelqu'un a encore des questions, n'hésitez pas. Sinon, je cède la parole à la personne suivante. Ja, merci beaucoup, mevrouw Lieve Missotte misschien. Dank u wel. Mevrouw Lieve Missotte nu? Ja, Madame Lieve Missotte? Madame Missotten, est-ce que vous m'entendez? Je pense que vous êtes mis sur mute, je crains. Excusez-moi, maintenant ça devrait marcher effectivement. Je suis Lieve Missotten, je vous parle donc au nom de la plateforme Limbourgeois pour les réfugiés. Nous essayons moyennant un projet de parrainage, d'avoir une société où il y a plus de place pour ce type de projet. Nous avons commencé le projet en 2015 parce qu'en 2013, en fait, nous existons depuis 25 ans. Nous avons en 2013, par le moyen, donc, en regardant nos voisins néerlandais, on a trouvé une recherche scientifique très intéressante avec des projets de volontaires et les rôles en fait sont inversés. Pourquoi dans certains nombres de projets, les projets de parrainage, il y a un certain nombre d'aidants, mais qui peuvent offrir une aide supplémentaire là où c'est nécessaire afin de réaliser certains projets. Nous avons donc traduit ce projet de buddy. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Limbourg? Oui, on a créé un projet où on veut conserver une identité et le respect de tous et avec une perspective équitable. Par exemple, le fait qu'on voudrait aider donc les réfugiés et éviter aussi une exclusion sociale pour les réfugiés. Comment est-ce qu'on s'y est pris? On a donc un certain nombre d'endroits où il n'y avait pas encore de réseau pour les personnes, pour les réfugiés. On a essayé de créer un réseau de bénévoles avec des gouvernements locaux et les partenaires locaux qui y étaient présents, et on l'a fait à deux niveaux. D'une part, on a cherché des bénévoles, on les a formés, on les a suivis, on a effectué des interventions, mais aussi il y a eu des coachs locaux avec un nombre de super bénévoles qui ont complété l'équipe et qui ont
accompagner les jeunes et qui sont un peu le lien avec le gouvernement local, avec le projet donc de parrainage. Donc, il peut s'agir de différents domaines, que ce soit le domaine matériel, l'enseignement est un autre élément important, l'accompagnement de famille avec un accompagnement des devoirs, stimulation des langues, le Smart School, le suivi de la situation COVID, la digitalisation, les aider avec des petits et grands projets. On a utilisé cette approche. C'est un instrument qui n'a pas encore été cité. Donc, le toolkit de la plateforme de l'organisation bénévole en Flandre. Il y a un certain nombre de sujets qui ont été évoqués, qui ont été énumérés. C'est un peu le fil rouge dans notre récit et la façon dont nous aidons les gens. Je pense que ce slide, je l'ai raté, mais je vais vous l'envoyer par après. Nous partons d'un groupe de pilotage local. Nous répondons aux besoins des réfugiés, des bénévoles et qui sont aussi actifs au sein de la société civile et nous les réunissons. Ensuite, on peut donc se mettre en route. On cherche des bénévoles qui soient enthousiastes, créatifs, qui peuvent donner du soutien et qui veulent apprendre et qui sont prêts à s'engager minimum une fois par semaine et à accompagner les gens. Et effectivement, la sélection des bénévoles, on y consacre quand même pas mal de temps. Ça concerne aussi donc le matching qui a été évoqué plusieurs fois. Aujourd'hui, on cherche un match entre les bénévoles et les candidats pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité et les questions qui pourraient être posées de la part des aidants et des assistants sociaux. Donc, au sein de notre processus d'accompagnement des buddies, nous mettons l'accent sur leur rôle. Tout d'abord, le monde, le fait qu'ils connaissent quelqu'un qui soit réfugié, mais on met aussi l'accent sur le fait qu'ils fassent partie de la loi donc du privacy et qu'on demande une certaine ouverture concernant la problématique des réfugiés sans pour autant vouloir les juger. Ou, par exemple, quelqu'un qui fait une demande d'asile, ils doivent évidemment pouvoir y investir du temps et être prêts à une concertation. Voilà ce qu'on veut atteindre avec notre projet au sein local et on forme également un groupe où on ne travaille pas uniquement comme individu, mais où on peut aussi poser des questions. Avec les coachs, on s'attend à ce qu'ils aient des capacités sociales qui puissent donc faire la médiation si jamais il y a un problème ou si on ne se sent pas compris. Quelqu'un qui peut donner un rayonnement au projet et quelqu'un qui connaît, qui peut faire étendre le niveau social. Parfois, on regarde aussi, donc on étudie le problème d'un aspect juridique en regardant où les gens doivent aller, mais il est également très important pour tout ce qui est temps libre et des figures centrales au sein de la paroisse ou de la commune, de les rendre plus visibles afin qu'ils puissent recevoir les gens et les accompagner dans ce trajet. Madame Missot, excusez-moi, mais la plénière va commencer. Oui, je vais en sortir. Oui, ça c'est le désavantage d'être la dernière, mais dans le PowerPoint se trouvent toutes les choses que nous faisons, ce qui est très important.
c'est la répartition des tâches entre les professionnels et les volontaires. Et ça, c'est un piège pour beaucoup de choses, beaucoup de projets. Les professionnels ne comprennent pas toujours le rôle de volontaire. Donc, on met l'accent sur le fait que les volontaires ne sont pas des prestataires de soins, mais c'est quand même un fameux piège. L'établissement de la carte sociale, c'est très important pour soutenir les gens. Ça, j'ai déjà dit. Donc, une bonne répartition des tâches et les accords est très important. Ce que nous faisons aussi, et ce qui rend notre projet fort, c'est que toutes les 6 semaines ou tous les 2 mois, on a des discussions d'intervision avec des volontaires où ils ressentent les choses positives qu'ils peuvent partager avec d'autres volontaires. Mais ce qui a également été un obstacle ou ce qui ne, enfin, les choses qu'on n'a pas pu résoudre sont abordées là. Donc, on voit qu'un match peut parfois mal se dérouler parce qu'il y a une divergence d'opinion. Et parfois, il est indiqué de faire un switch vers quelqu'un qui, sur ce plan-là, soit meilleur ou bien qu'on donne quelques astuces par rapport à ce problème pour qu'on puisse prendre les choses en main de façon différente pour que ce soit à nouveau faisable. Je vais vous envoyer la présentation et également le folder qu'on a développé et aussi les analyses aux Pays-Bas au 2013. Je vais aussi vous l'envoyer sous forme de PDF car c'est quand même intéressant et ça complète ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et alors, je pense que je dois clôturer ici, sauf s'il y a encore des questions. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé, je vais vous inviter sous peu à rejoindre la plénière. C'était très riche, très dense. J'espère au moins que voilà, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont pu être présentées avec toutes des pratiques qui leur sont propres et que ça pourra voilà, un petit peu faire bouillonner la réflexion. Je suis malheureusement désolé, je pense qu'on n'aura pas le temps pour poser plus de questions. Maintenant, effectivement, les présentations seront partagées. À la demande, éventuellement, on peut revenir et rétablir les liens entre les intervenants, les participants, transférer des adresses avec l'accord de tous, bien évidemment. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé de devoir en rester ici parce que je pense qu'il y aurait eu beaucoup de choses à dire et à partager encore. Je vous invite néanmoins à rejoindre la plénière au travers du lien que j'ai envoyé dans le chat. Et je vous dis à tous et à toutes un grand merci. Hartelijk bedankt nog een keer. En tot in een paar minuten in de plénière. Hartelijk bedankt. Merci beaucoup.